Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En commençant à écrire ce qui allait devenir une systématique entreprise de démystification, je n'avais aucune idée préconçue. Les surprises qui seront les vôtres ont été les miennes. Ce livre n'est pas une histoire du système éducatif français, car l'expression système éducatif, pour désigner l'ensemble des structures institutionnelles d'éducation, essentiellement publiques, a été utilisée pour la première fois par René Haby, en 1974 à 1975. Avant, le système éducatif n'avait pas d'existence officielle. Ce livre n'est pas non plus une histoire de l'éducation en France. Ce titre trop vaste noie ce qui fait la spécificité de ce livre, à savoir l'étonnante continuité des politiques éducatives, quel que soit le régime en place depuis la Révolution française, sauf à de très brèves exceptions. Que la France soit monarchiste, impériale, républicaine ou vichiste, cette continuité profonde ébranle de fond en comble les idées toutes faites que nous nous faisons. S'il doit être une histoire, ce livre sera celle de la continuité des politiques éducatives françaises. Ce qui saute aux yeux, c'est que les politiques éducatives de ces 2 derniers siècles ont été nombreuses, différentes, voire opposées. L'histoire que vous tenez entre les mains privilégie ce qui ne saute pas aux yeux. Depuis la Révolution française et quel que soit le régime politique, ou presque, l'éducation, reflet des conditions politiques et économiques qui la déterminent, a été utilisée pour assurer l'ordre nécessaire à la prospérité économique de la bourgeoisie. Telle est indirectement l'idée d'éducation nationale développée par la Chalotais dès 1763, et de manière plus précise celle du Girondin Rabot-Saint-Étienne en 1792. Même si le ministère de l'Éducation nationale n'est créé qu'en 1932, l'idée d'une éducation nationale au service d'un État qui est lui-même au service du capital apparaît 25 ans avant la Révolution française. Le présent livre dresse l'histoire de cette éducation. En l'écrivant, j'ai progressivement sélectionné ce qui permet de faire ressortir cette continuité. L'exhaustivité anecdotique, législative ou factuelle n'est pas recherchée. Dans un tel cas, le livre comporterait des milliers de pages. C'est la sélection des éléments éclairants qui m'a guidé. Pour René Guénon, la véritable histoire de ces temps 19e et 20e siècle est assurément bien différente de celle qui s'enseigne officiellement. Je suis ainsi allé à rebours des versions officielles ou communément admises. À rebours aussi de l'ordre chronologique habituel, cette histoire ne part pas d'un fait lointain pour avancer jusqu'à nous. Un développement chronologique ne nous permet pas toujours de comprendre ce qui relie notre présent à chacune des étapes. Nous vivons toujours à l'ère du mythe de mai 68. En partant d'aujourd'hui, j'ai voulu démarrer au beau milieu des réformes et des confusions ambiantes pour en rechercher les prémices et les causes. Pourquoi s'arrêter à la Révolution française ? Parce que le début de la révolution industrielle de la France se confond avec le début de la Révolution française. Depuis Athènes et Sparte jusqu'aux Lumières, l'histoire de l'école institutionnalisée, c'est l'histoire de la formation d'élites sociales et politiques. Sauf rares exceptions, ni les esclaves de Rome ni les paysans flamands ou wallons du XVIIIe siècle n'allaient à l'école. Comme Nico Hirt, mais autrement que lui, c'est à la scolarisation des enfants du peuple que je veux m'intéresser. Comprendre son origine et ses mutations, pour mieux appréhender les changements qu'elle traverse aujourd'hui. Cette histoire-là commence avec la révolution industrielle. Il n'est pas anodin que les institutions scolaires françaises soient désignées par l'expression système éducatif en 1974 à 1975. À partir de cette décennie, l'Occident se soumet en effet à une totalisation technicienne, qui institue un système technicien et l'éducation nationale française devient d'un système soumis à l'idéologie néolibérale techniciste dominante, exploitant à leur insu les NE accent aigu OPE accent aigu déagogue et la plupart des experts officiellement reconnus en matière d'éducation. Utilisés à des fins opposées à celles qu'ils se sont fixées, les NE accent aigu OPE accent aigu déagogue qui croient pouvoir diriger le système éducatif à partir des années 1970 font partie de ces naïfs qui croient que mai 68 comme le printemps arabe sont des révolutions spontanées. Ils élaborent une pseudo-tradition pédagogique qui remonterait au XIXe siècle et ne voient ni qui ni à quoi ils servent en réalité. Si le concept de système éducatif est né en 1974,
l'histoire des institutions éducatives françaises ne commence pas à cette date. Traçant un sillon traversant 2 siècles d'histoire industrielle, bourgeoise et capitaliste, l'une des plus bouleversantes découvertes par lesquelles j'ai été frappé, après avoir franchi la date de 1968, c'est ce que ni les NE accent aigu OPE accent aigu déagogues en vogue, ni les tenants d'un enseignement traditionnel, ni les responsables politiques ou pédagogiques ne semblent savoir ou vouloir reconnaître. Cette exploration des politiques éducatives à l'ère des régimes industriels qui se sont succédés réserve de nombreuses surprises négligées par la plupart des experts, spécialistes, pédagogues, pamphlétaires et autres commentateurs en matière d'éducation ou de pédagogie. En repérant les réformes et les créations éducatives et pédagogiques clés de ces 2 derniers siècles, en cherchant à les mettre en perspective et à en comprendre les enjeux à la fois les plus décisifs et pourtant les moins remarqués, on découvre une continuité qui consiste en la constante adaptation du système éducatif français aux besoins de la bourgeoisie montante et du capitalisme sous toutes ses formes depuis la Révolution française. Au sein d'une telle histoire revisitée, mai 68 n'est plus une date clé. En revanche, une autre date s'est imposée à moi, 1971. Le basculement de 1971 constitue moins une rupture qu'un catalyseur puissant au service de la même continuité servant l'adaptation de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur à l'ordre dirigeant du moment. Partons du présent. Et faisons l'école buissonnière jusqu'en 1791. Comme toujours dans pareil cas, attendons-nous à des surprises étourdissantes et à d'autres, franchement désagréables. 1959 à 2018, une éducation néolibérale. La démocratisation de l'enseignement est non seulement un mantra politique depuis au moins 1945, mais surtout un serpent de mer. Les responsables politiques, les institutions internationales et plus largement tous ceux qui ont vocation à donner une bonne image d'eux-mêmes dans les médias en parlent. Tous veulent la faire ou affirment qu'elle a été faite en partie et doit être poursuivie alors qu'elle n'a jamais eu lieu. Dans une république néolibérale, ultralibérale ou libertarienne, la politique éducative ne peut pas être démocratique, mais néolibérale, ultralibérale ou libertarienne. La chose est brièvement dite, et vous évite à peu de frais de lire les milliers de pages de propagande destinées à vous dire comment on peut démocratiser l'enseignement, et surtout à vous faire croire que l'on peut démocratiser l'éducation. Au sommet des écoles, collèges et lycées à visée démocratisante figurent les établissements différents dits Montessori, Freinet, Steiner, épanouissement, bac responsabilisation, autogéré, etc. Présentés comme les modèles d'une éducation réussie, tous ont pourtant en commun de proposer des solutions inapplicables à l'échelle d'une éducation de masse. 1. Les petits groupes de travail qui les caractérisent ne sont pas généralisables à l'échelle d'un pays pour une simple raison budgétaire. 2. La plupart des établissements sont hors contrat et aussi hors de prix. On atteint, voire on dépasse fréquemment les 5 000 € par an et par enfant. 3. Beaucoup de ces établissements adressent à des élèves en situation de rupture familiale et scolaire et ne conviennent pas à des enfants bénéficiant de l'amour d'une famille. Ou bien à l'inverse, l'amour en question justifie pour certains parents que leurs enfants ne soient pas scolarisés avec la plèbe, des élèves comme des enseignants. 4. Où la question du temps de travail des personnels travaillant dans ce type de structure et plus largement de leurs droits n'est jamais soulevée. 5. Orientation de la plupart des anciens élèves de ce type d'établissement dans des voies dites de création artistique et connues. Or, si elles flattent souvent l'ego des intéressés et celui de leurs parents, rien n'est jamais dit sur le taux d'insertion professionnelle et de non-emploi de ces futurs chercheurs d'emploi. Ces grandes lignes mériteraient d'être nuancées, certains établissements se présentant davantage comme des boîtes à bac, la plupart des autres comme des lieux où l'individualité des enfants est prise en compte et respectée. Dans ces derniers, comme dans les directives officielles de l'éducation nationale, on en appelle à la bienveillance. On ne s'interroge pas sur ce que recouvre ce terme qui se développe simultanément dans le domaine du management. À qui viendrait-il à l'idée de s'y opposer ? Or un management bienveillant, et surtout un management plus intrusif qui s'immisce dans l'intimité de la personne, et une éducation de masse ainsi qualifiée devient dans les faits une éducation démagogique et infantilisante. Sous couvert de non-directivité bienveillante, on pervertit plus largement la dimension même de l'amour pour asservir l'enfant tout en dénonçant l'obéissance, qui serait presque systématiquement malsaine.
Dans tous les cas, la plupart des personnels ne semblent pas mesurer à quel point leurs établissements différents sont adaptés à l'idéologie néolibérale ambiante, laquelle valorise 1. La créativité à des fins d'exploitation professionnelle, 2. La coopération, caractéristique du travail en équipe des firmes mondialisées, 3. L'individualisation exacerbée qui s'oppose à une action de lutte collective, de type syndical par exemple, 4. L'apprentissage de la liberté qui est l'apostrophe. Un des préalables à l'intériorisation et à la généralisation du néolibéralisme dans les mœurs et jusque dans l'intimité des individus. 5. L'autonomie, qui permet de confier aux subalternes de tout niveau davantage de responsabilités sans augmenter leur rémunération. 6. La précarité, à laquelle les futurs travailleurs sont préparés, notamment au moyen des obligations de contractualisation et d'engagement, parfois dès l'école primaire. En cela, à leur insu, ces établissements différents, inspirés le plus souvent de la pédagogie dite « nouvelle », sont adaptés à l'orientation économique contemporaine. La pédagogie nouvelle convient mieux que la pédagogie traditionnelle à un capitalisme moderne fondé sur la mobilité sociale, l'invention et l'expansion. Elle répond bien aux besoins économiques d'une société bourgeoise néo-capitaliste. Initiative individuelle, adaptation des travailleurs à des situations changeantes, créativité sociale, etc. Étant donné que c'est la bourgeoisie française du XVIIIe siècle qui a jeté les bases de la pédagogie nouvelle, il n'est pas étonnant de constater que la pédagogie nouvelle n'est pas révolutionnaire. C'est une pédagogie de l'initiative individuelle et de la coopération sociale qui ne remet pas en cause les structures et les hiérarchies sociales. Adolphe Ferrière, l'un des plus illustres représentants de la pédagogie nouvelle, affirme ainsi la neutralité de l'éducation nouvelle en matière politique, ce qui signifie la volonté de s'inscrire dans le monde tel qu'il est, sans remettre en cause les inégalités sociales. Rudolf Steiner revendique aussi cette orientation en 1922. Nous avons à cœur d'accepter ce que les conditions de vie actuelles imposent aujourd'hui à toute école. Car nous ne sommes pas des révolutionnaires. Cette neutralité n'est pas revendiquée par tous les pédagogues. L'exemple qui sera développé ici montre en quoi les NE accent aigu OPE accent aigu dagogie dite Freinet trahissent leur inspirateur. Pourquoi choisir Célestin Freinet ? Parce qu'il est, avec Maria Montessori, le pédagogue le plus cité par les contempteurs du système éducatif français, lesquels sont soucieux de proposer une alternative centrée sur l'épanouissement de l'enfant. Selon eux, l'éducation dispensée dans les établissements scolaires doit être réformée pour mettre vraiment l'élève au centre du système, à la manière de Freinet. Or, d'une part avec Freinet, ce qui est au centre n'est pas l'enfant, mais c'est surtout le maître lui-même, contrairement à ce qu'on lit souvent. En outre, dans les interventions, articles ou ouvrages des NE accent aigu OPE accent aigu déagogue vantant Freinet, ce dernier se résume à des techniques et des outils pédagogiques. À l'inverse, je ne parlerai pas de la pédagogie de Freinet. Je me contenterai pour l'essentiel de citer certains de ses propos fondateurs, sans lesquels faire du Freinet ou adapter Freinet aux problèmes du monde actuel se révèle n'être qu'une trahison à l'égard de l'objectif central de Célestin Freinet, à l'insu de ceux qui se réclament de lui ou non. L'école du peuple ne saurait être sans la société populaire, écrit Freinet en 1943. Nous dénonçons l'illusion des timides qui espèrent faire fleurir dans le chaos social une pédagogie et une école susceptibles de servir de modèle pour les réalisations sociales à venir. L'expérience nous montre que sauf quelques rares exceptions, l'école n'est jamais à l'avant-garde du progrès social. Elle peut l'être en théorie, mais dans la pratique, son épanouissement est trop directement conditionné par le milieu familial, social et politique pour qu'on la voie jamais s'en dégager vers une hypothétique libération autonome. L'école suit au contraire, avec un retard toujours plus ou moins regrettable, les conquêtes sociales. La féodalité a eu son école féodale. L'Église a eu son éducation spéciale. Le capitalisme a engendré une école bâtarde, avec son verbiage humaniste masquant sa timidité sociale et son immobilisme technique. Le peuple accédant au pouvoir aura son école et sa pédagogie. Les conquêtes sociales sont donc presque toujours essentielles et premières. Le peuple doit accéder au pouvoir. La logique voudrait donc que les parents qui mettent leurs enfants dans des établissements Freinet souhaitent ardemment ces conquêtes sociales et donc une déconstruction de la société capitaliste. Il n'en est rien.
Freinet est devenu le synonyme de techniques vidées de leur dimension socialement révolutionnaire, au service d'une bienveillance dépolitisée qui plaît à la plupart des parents. Pourtant, chez ce pédagogue syndicaliste et longtemps communiste, la consubstantialité de la lutte antifasciste et du combat pédagogique est manifeste, ainsi que la fusion entre lutte politique et élaboration de pratiques scolaires nouvelles. Célestin Freinet aspire à un nouveau comportement scolaire, dans un monde que nous espérons être bientôt celui du socialisme triomphant. L'objectif n'est donc pas d'adapter le futur adulte au capitalisme. Bien au contraire, l'éducation des enfants selon Freinet doit être une réadaptation. Lorsque Célestin Freinet écrit que dans la société du travail, l'école ainsi régénérée et redressée sera parfaitement intégrée au processus général de la vie ambiante, un rouage du grand mécanisme dont elle est aujourd'hui trop arbitrairement détachée, il ne pense pas à une société du travail bourgeoise ou néolibérale, mais socialiste. Il ne s'agit donc ni du redressement productif d'Arnaud Montebourg, ni d'un pseudo-redressement national d'une France bleue marine, ni d'un redressement économique libéral. La réadaptation se fera en partant de la base, écrit Freinet, ce qui signifie une éducation mieux fondée que jamais dans le sol, dans la famille, dans la tradition, dans l'effort persévérant des hommes qui nous ont précédés, une formation qui ne descend pas d'en haut, mais qui monte de la vie ambiante, bien enracinée, bien nourrie, vigoureuse et drue. Quel rapport entre cette éducation terrienne et traditionnelle, qui part du prolétariat et dont la visée politique est anticapitaliste, et les directives de l'OCDE adaptées aux besoins des multinationales et appliquées par exemple en Finlande sous la forme du management par compétences. Que ce management et ses directives puissent prétendre s'inspirer de Freinet en dit long sur leur trahison et leur perversion idéologique. Si la pédagogie de Célestin Freinet possède une vertu, écrit son gendre Jacques Benz, c'est bien celle de permettre au prolétariat de s'émanciper en échappant à l'embourgeoisement, en faisant prendre conscience aux enfants de la précarité des biens matériels. De nos jours, parmi les enfants scolarisés dans les écoles Freinet, combien sont issus du prolétariat ? Combien, parmi leurs parents, souhaitent leur faire prendre conscience de la précarité des biens matériels ? Si une partie des bourgeois, notables et commerçants de Saint-Paul-de-Vence ont obtenu du ministre de l'Éducation nationale Anatole de Monzy, en 1933, le déplacement d'office de Freinet, ce n'est pas en raison de ses choix pédagogiques, mais parce qu'il était un communiste militant. Le maire de la ville et ceux qui le soutenaient étaient eux, proches des monarchistes de l'Action française. De nos jours, ce sont majoritairement des bourgeois et des notables qui placent leurs enfants dans des écoles Freinet et non des prolétaires. Cela devrait tout dire de la dénaturation complète des objectifs de Célestin Freinet et de sa récupération par le capitalisme néolibéral contemporain. Les discours sur l'épanouissement de l'enfant, tenus par les parents et les haineux accent aigu OPE accent aigu déagogues friands de Freinet méconnaissent et instrumentalisent Freinet. Pour clore de manière radicale ce rapide constat d'une désappropriation de Freinet par ses pseudo-continuateurs. Freinet visait un mouvement de masse, l'émancipation d'une classe ouvrière paysanne par la réappropriation du travail avec un grand T. Nous n'en sommes plus là. Pourtant, réformer en s'inspirant de Freinet ou de tout pédagogue ayant célébré l'enfant, reste plus que jamais une tendance de fond pour justifier les réformes néolibérales en cours. La réforme est un mantra politique depuis des décennies. Il n'est même plus possible d'envisager que la réforme ne soit pas une solution. Le 5 avril 2014 s'est tenu le 36e congrès de l'Association française non plus des administrateurs, mais des acteurs de l'éducation, AFAE. Il cherchait à répondre à la question « Peut-on réformer l'école ?» Cette question rhétorique est spécieuse puisqu'elle sous-entend sa réponse, évidemment positive, de même que la question « Peut-on parler de l'existence de Dieu ?» répond à la question tout en la posant. En 2016, la réforme du collège est mise en place. L'objectif de ce livre n'est pas d'analyser en détail la dernière réforme en date, sous prétexte qu'en tant que telle, elle serait plus riche d'enseignements. Je relèverai seulement ceci. La réforme du collège de 2015 applicable à la rentrée 2016 signe l'adaptation encore plus forte de notre système éducatif aux besoins du grand capital et donc au modèle états-unien, pourtant catastrophique. Elle est le fruit de la même politique pédagogique qui domine la France depuis 1989 voire 1963,
Les ministres de l'Éducation nationale sont alors respectivement Lionel Jospin, 1989, et Christian Fouchet, 1963. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.